Rise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour, bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je remue le dialogue avec Sarah Actuel qui était venue il y a plus d'un an, je crois, pour nous parler d'un livre étonnant qui autour de Goldorak, et c'était avec Marie Pruvot de l'Aspre, c'était juillet 2021, et aujourd'hui Sarah est toute seule pour nous parler d'un livre somme sur et ça sera après ma première question d'ailleurs. C'est l'écran shakespearien. Vous reconnaissez le très beau et très bon, mais c'est un pléonasme, Kenneth Branagh dans sa version d'Hamlet, ça je m'en souviens, comme si c'était hier de la version d'Hamlet. Et c'est édité chez Rouge Profond. Je remercie Guy Astic pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Toutes les informations dans le descriptif de la vidéo pour vous procurer le livre. Alors, deux questions. Première déjà, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Et deuxième question, ça va aussi. C'est quoi un écran shakespearien ? Voilà. Alors, j'ai intitulé ce livre « L'écran shakespearien » pour dire que maintenant, Shakespeare est à peu près partout. Franchement, dans l'audiovisuel, franchement, quand je regarde une série, il est rare qu'il n'y ait pas à un moment donné une citation de Shakespeare. Donc, c'était pour montrer qu'on est passé de citations ponctuelles ou d'adaptations classiques. On parle généralement de Shakespeare à l'écran. Là, pour moi, on est vraiment passé à une autre phase, à un autre stade. On est à l'écran shakespearien. Shakespeare est là, parmi nous, partout. Il est disséminé, il est fragmenté, et il suffit d'allumer la télé, en fait, de se poser et de regarder, et on va tomber à un moment sur une citation shakespearienne. C'est flagrant. Est-ce que c'est comme pour Monsieur Jourdain, il y en a certaines et certains qui font du Shakespeare mais qui ne savent pas qu'ils font du Shakespeare ? Alors, au niveau des créateurs anglophones, c'est rare quand ils ne sont pas conscients des citations qu'ils font. Mais c'est vrai de dire aussi que Shakespeare a tellement pensé toutes les situations humaines qui peuvent se produire qu'il est possible effectivement de projeter des situations de pièces shakespeariennes dans les œuvres que l'on regarde. Est-ce que quand on dit par exemple un film shakespearien, est-ce que ça a le même sens ? Ou est-ce que la réponse peut se décliner en plusieurs réponses ? Alors, il peut y avoir plusieurs catégories et ces catégories sont elles-mêmes poreuses. Bien sûr, quand on dit film shakespearien, on va immédiatement penser aux adaptations classiques réalisées par Laurence Olivier dans les années 40, les films d'Orson Welles réalisés dans les années 40 et 50, et même 60, ou Baz Luhrmann ou Branagh. Bon, d'accord. Mais il y a aussi tout un spectre de l'adaptation et de l'appropriation shakespearienne dans des films qui ne vont pas forcément se donner à voir, se donner à lire comme shakespearien, mais qui vont contenir, par exemple, des situations où des acteurs vont monter une pièce de théâtre ou vont enseigner une pièce. Là, je regardais très récemment la fin de la série Firefly Lane. Donc, elle vient de s'achever, donc j'ai pas pu l'intégrer dans l'ouvrage, c'était un peu une frustration, mais toute cette fin de série était basée sur Roméo et Juliette, avec les personnages quand elles sont jeunes, les deux amies, qui vont jouer dans une production de Roméo et Juliette au lycée. Et donc, là aussi, je me suis dit, ah voilà, encore une série qui va citer du Shakespeare, on y est. Et donc, en ce moment, c'est très récurrent. Donc, plusieurs catégories de films shakespeariens, aussi des films qui vont traduire Shakespeare en russe ou en japonais pour livrer des adaptations plus ou moins libres de la pièce. Et on trouve des adaptations shakespeariennes plus ou moins libres dans des aires géographiques et culturelles très différentes, que l'on pense au Japon, à l'Inde, au Québec, en Afrique, Madagascar, à ces adaptations shakespeariennes. Donc, on a l'impression, quand on va parler
de films shakespeariens, on va penser le cinéma par le petit bout de la lorgnette, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Shakespeare a essaimé, a nourri, a irrigué le cinéma à un niveau mondial. Mais qu'est-ce qui, comment est-ce que le cinéma très vite s'est emparé de l'œuvre de Shakespeare? Oui. Ben, si on se souvient du fait que le dispositif cinématographique apparaît en 1895, il ne suffit que de 4 années pour voir apparaître le premier film shakespearien. On le date donc à 1899. C'est une adaptation du Roi Jean par Herbert Bourbon-Tree. Et en fait, il filme la pièce dans un théâtre londonien. Et on a une scène qui nous est parvenue, la scène de la mort du roi Jean. Et on pense qu'en fait, ce n'est pas une adaptation cinématographique en tant que telle, c'est en fait le metteur en scène qui tourne une des scènes de sa pièce pour la promouvoir, pour en faire la publicité. Ou à ce moment-là, donc à toute fin du 19e siècle, le théâtre est vu comme un art bien plus établi, bien plus supérieur au cinéma. Le cinéma, c'est un art de foire et on va filmer parfois quelques scènes, des scènes de théâtre, pour les immortaliser, les transmettre, les conserver et aussi en faire la promotion de la production théâtrale. Comment comment vous avez construit ce livre? Vous vous êtes emparé comme ça d'un sujet aussi vaste et qui peut prêter à plusieurs sous-pistes narratives. Comment vous avez construit la structure de ce livre? Alors, en fait, ce livre, pour moi, c'est une synthèse de nombreux travaux que j'ai publiés, surtout dans des revues anglophones. Et quand je suis devenue enseignante en cinéma, avant j'étais enseignante en études anglophones, et quand j'ai muté sur un poste de cinéma, il me tenait vraiment à cœur de produire un ouvrage synthétique en français, que je puisse communiquer auprès de mes étudiants de cinéma qui ne parlent pas forcément anglais ou moins bien que mes étudiants en études anglophones, forcément. Et donc, j'ai bâti ce livre autour des pièces elles-mêmes, c'est-à-dire après un panorama historique, après une introduction un petit peu théorique sur les enjeux du passage de la scène à l'écran. J'ai voulu voir ce que chaque pièce avait donné au cinéma et surtout ce que le cinéma avait rendu à chaque pièce. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment un dialogue très fructueux entre l'écran et la pièce elle-même, pour essayer de clarifier. Puisque Shakespeare a très tôt été adapté au cinéma, il est clair que ces pièces et les genres dans lesquels ces pièces s'inscrivaient ont contribué à créer, à engendrer les genres cinématographiques. Hamlet a par exemple fondé un petit peu le genre KPDP, hein, ou le thriller, ou le film de fantôme. Richard III, c'est une pièce qui a véritablement influencé tous les films où le méchant, ou le scélérat, va s'adresser à nous directement avec des adresses caméra. Henri V, ça va donner le film de guerre, etc. Donc, dans un premier temps, Shakespeare va donner au cinéma en influençant les genres cinématographiques. Et en retour, le cinéma a donné à Shakespeare la possibilité d'être influencé par tous les films de genre, par tous les films, par exemple, les films noirs ont rétroagi sur la pièce Macbeth, et Macbeth a été très souvent influencé par les films noirs, que l'on pense par exemple au Macbeth d'Orson Welles en 1948. Donc, il y a des allers-retours comme ça dans des échanges magnifiquement fructueux entre le cinéma et les pièces de Shakespeare. Et donc, il me tenait à cœur de montrer ce que chaque pièce donnait à l'écran dans ses formes classiques, dans des adaptations classiques, mais aussi comment
elles avaient été citées, fragmentées dans des séries, dans des vidéos YouTube, et comment Shakespeare continuait à être diffusé et à être passé à une nouvelle génération qui n'a pas forcément lu les pièces, mais qui vont euh, connaître Shakespeare à travers peut-être des dessins animés. Oui, que par exemple, quand on prend les différentes adaptations shakespeariennes, on va prendre trois cinéastes super connus, totalement évidents, on va dire Laurence Olivier, Orson Welles et Kenneth Branagh. C'est très souvent comme ça. Voilà. Oui. Est-ce que ça donne, alors, est-ce que, même si Laurence Olivier et Orson Welles, bon, c'est pratiquement la même période, Kenneth Branagh, c'est beaucoup plus tard, mais est-ce que ça, mais quand on voit une adaptation de Laurence Olivier et oui, de Laurence Olivier et d'Orson Welles, c'est totalement différent au niveau de la mise en scène. Mais là où je veux en venir, les adaptations shakespeariennes, au cinéma, hein, j'entends bien au cinéma, est-ce qu'elles donnent aussi un état des lieux de, comment dire, de, de ce que le cinéma est devenu aussi? Comment le cinéma a évolué? Est-ce que ça donne aussi un état des lieux? Oui, je crois qu'il faut éviter les interprétations un peu téléologiques avec des évolutions progressives qui seraient en ligne droite. Donc non, mais je crois que chaque adaptation va plutôt nous donner à un moment donné ce qu'on lit dans Shakespeare. C'est-à-dire, Shakespeare va être un révélateur de l'époque à laquelle il est joué et représenté, adapté. C'est plutôt ça, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a un éminent critique shakespearien qui a dit Shakespeare ne dit rien, on dit tout, nous, à travers Shakespeare. C'est-à-dire, c'est la façon dont il va être mis en scène qui va, en fait, dire tout de nous, de l'artiste et de l'époque pour laquelle il est joué. Mais quand on voit pardonnez-moi, je pense que j'ai pas dû être assez clair et j'en suis vraiment désolé. Excusez-moi, Mais alors j'ai mal compris. non, 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 au contraire. Mais quand, par exemple, on voit l'ouverture d'Othello de Wells, et quand on voit, non, non, quand on voit juste la mise en scène wellsienne par rapport à Shakespeare, et quand on voit ce que fait Laurence Olivier, on voit quand même, ce sont deux cinémas totalement différents. Ah Et oui, c'est là oui, où, oui, c'est là où je au voulais en niveau venir. Oui. des Je dis individus. pas que l'un est mieux que l'autre, hein. Je dis que c'est juste deux cinémas différents. Jamais je ne porterai ce genre de jugement de valeur. Mais ça, il en va de la patte un petit peu de l'auteur, hein, de l'artiste, qui va mettre énormément de lui. C'est vrai que le Othello, en fait, le Othello de Wells a plus à voir avec Citizen Kane de Wells Voilà. qu'avec l'Othello de Stuart Budge avec Laurence Olivier. Voilà, sur le plan esthétique, c'est évident. Mais donc, chaque artiste va adapter Shakespeare selon ses propres atouts et sa propre esthétique. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est là où je veux en venir, c'est de voir que le cinéma a besoin de théâtre aussi, et donc et à un moment s'en démarque. Et quand on voit, je sais pas moi, quelques adaptations shakespeariennes, parfois on a cette impression que on reste encore dans le théâtre et pas assez, et c'est là où aussi c'était et ça peut être intéressant de voir. C'est pour ça que vous dites l'écran shakespearien. Est-ce que ça existe? Est-ce que il y a aussi cet aspect-là? Ben, euh, en fait, je pense qu'il serait erroné de voir dans les adaptations de Laurence Olivier, par exemple, trop de théâtre. Dans Laurence Olivier, il y a en fait un parti pris assez théâtral, oui, parce qu'il vient du théâtre. Hein. Laurence Olivier était acteur shakespearien avant de devenir réalisateur, mais ça s'étudie aussi sur le plan cinématographique, parce que à partir du moment où Laurence Olivier choisit des plans séquences, où il choisit des travelling arrière imposants pendant un discours d'Henri V, par exemple. Tout cela, après, va affecter la manière dont on vit la scène. En fait, par exemple, un travelling arrière va donner de l'espace à la voix, va donner une importance extraordinaire au roi qui est vu comme exhortant ses soldats. Et donc, c'est un choix de plan séquence
extrême qui dure, d'accord, mais ça a une résonance cinématographique, une signification qui devient totalement cinématographique. De même, les adresses à la caméra par Laurence Olivier dans Richard III sont quand même assez étonnantes et interpellent le public d'une manière qui est d'autant plus subversive qu'elle contrevient au cinéma classique hollywoodien où normalement le héros ne regarde pas la caméra. Mais à partir du moment où on a un Laurence Olivier qui regarde les spectateurs en jouant Richard III, il va donner l'essence c'est ce que j'essaye de démontrer dans le livre, il va donner naissance à des personnages comme Dexter, comme le serial killer de You, comme le personnage joué par Kevin Spacey dans House of Cards. C'est-à-dire, il ouvre la voie à ces adaptations des scélérats shakespeariens, dans des adaptations qui ne vont pas se dire shakespeariennes, mais qui le sont totalement, en fait. Mais comment vous avez fait quand vous avez... alors je comprends parce que le livre est assez épais, mais j'imagine que ça a dû être une horreur pour vous, parce qu'à chaque fois que vous avancez, vous trouvez encore, vous en trouvez. Là récemment, il y a une série, vous n'avez même pas pu la mettre dans votre livre, mais c'est un puits sans fond, c'est l'histoire sans fin. C'est un puits sans fond. C'est pour ça que c'est important d'identifier des grandes tendances. Et il est clair que c'est pour ça que j'ai voulu structurer le livre en chapitres par rapport à des pièces données. Voilà, un chapitre sur Richard III, Henri V, Hamlet, parce que je donne à chaque fois des perspectives de devenir de la pièce. Et voilà, Roméo et Juliette, on sait à peu près ce que ça va donner. Ça peut donner... ça peut être parodié, on peut aller même dans le porno avec Roméo et Juliette, on peut aller vers la comédie cosmique ou la tragédie, bien sûr, mais on aura toujours un petit peu les mêmes tendances. Macbeth, on va aller vers le film de détective, le film noir, le film de science-fiction. Quand je dis film, ça peut être aussi série, Dark, par exemple, est un bon exemple de réappropriation de Macbeth sous l'angle de la science-fiction, fantasy. Et donc, j'ouvre des pistes. Et bien sûr que ce livre, il faudra qu'il soit complété par d'autres, où chaque chapitre peut donner lieu à un ouvrage entier sur une pièce et son devenir à l'écran. C'est d'ailleurs le but de la collection que j'ai cofondée avec ma collègue et amie Nathalie Vienne-Guérin chez Cambridge University Press, où on a des livres qui se focalisent sur une seule pièce et son devenir à l'écran, mais ce sont des livres collectifs avec des chapitres écrits par des spécialistes shakespeariens ou de cinéma dans des pays très variés. Et ça, c'est la force de cette collection, de justement faire appel à des personnes qui vont interpréter Roméo et Juliette dans tel pays ou dans tel autre. Et ça, j'ai essayé de faire une synthèse dans le livre de toutes ces perspectives et de toutes ces recherches qui se mènent en permanence sur Shakespeare, mais aussi sur Shakespeare à l'écran. Je ne suis pas seule à travailler sur ce domaine. Oui, mais vous dites dans le livre à un moment que ça faisait plus de 20 ans qu'on n'avait pas eu de livre de travaux sur Shakespeare en France, et qu'il fallait, parce que c'est peut-être tellement évident qu'on n'y pense même plus. C'est peut-être ça, mais dans les pays anglophones notamment, mais pas uniquement, en Hongrie, récemment, on a des livres qui paraissent sur Shakespeare à l'écran. Et des revues spécialisées sur les emprunts shakespeariens comme The Journal of Shakespeare Appropriation, Bores and Lenders. On a des spécialistes du monde entier, des universitaires qui travaillent sur le sujet vraiment de manière assidue. Et le livre essaye d'en rendre compte, notamment en listant toutes les personnes que je remercie dans l'ouvrage parce que c'est un dialogue scientifique permanent, et en mettant une bibliographie et des notes de bas de page, bien sûr, pour renvoyer à des études plus précises sur chacun des films ou séries que j'évoque. Et il y a un travail iconographique incroyable aussi dans le bouquin. Et ça faisait partie aussi de la construction du livre, ce travail iconographique?
Oui, absolument. C'est aussi l'une des raisons pour pour laquelle j'ai voulu continuer le travail avec Rouge Profond et Guy Astic, hein. Bon, Guy Astic, c'est un éditeur surhumain, je ne sais pas comment il fait, mais c'est le travail iconographique de la collection Raccord, hein, chez Rouge Profond, qui est absolument incroyable et qui permet en fait de ne pas juste illustrer le propos, mais de compléter l'argumentation avec des pictogrammes pour véritablement démontrer ce qu'on est en train de dire Mhm. par des séquences. Alors, bien sûr, on ne peut pas intégrer des vidéos dans un livre, mais on peut intégrer des photos, des captures d'écran de plusieurs moments d'une même séquence. Et ça donne une idée, c'est comme une espèce d'élément de mise en scène. J'aimerais quand même qu'on revienne sur deux, trois exemples, deux, trois chapitres, pour qu'on puisse avoir un aperçu de comment vous avez regardé comment vous avez questionné cela. Par exemple, dans Othello, vous dites la tragédie raciale qu'on ne saurait voir. Comment Othello, effectivement, pour le coup, a été adapté, finalement? Oh, oui. Euh, c'est problématique, hein, cette pièce, parce elle est, c'est difficile de lire Surtout Othello aujourd'hui. de nos jours, hein. Surtout aujourd'hui. Oui, Surtout c'est aujourd'hui. très difficile. Bon, c'est pas la seule pièce, hein. Ouais. Là, récemment, j'ai des étudiants de licence de théâtre ici à l'Université Montpellier 3 qui montaient Hamlet. Et pour eux, Hamlet est vraiment devenu une pièce très misogyne qu'il est difficile de mettre en scène maintenant. Ouais. Donc, Othello, c'est compliqué parce qu'il y a des metteurs en scène qui se disent même que la fin devrait être changée, tant il est difficile de montrer un homme racisé en train d'assassiner sa femme blanche. Parce que tant ça renforce les stéréotypes genrés et raciaux. Donc, il a fallu du temps déjà au cinéma pour intégrer des acteurs noirs dans le rôle d'Othello, mais Ouais. c'est aussi, alors, là pour le coup, au théâtre, ça a été plus récent. Non, ça a été plus tôt. Les acteurs noirs ont commencé à jouer Othello assez rapidement sur scène, hein, dès la fin du 19e, début 20e. On a des acteurs noirs qui jouent le rôle, mais encore maintenant, il y a des acteurs noirs qui refusent de jouer Othello parce que selon eux, ça renforce certains stéréotypes. Voilà. Donc, on a bien sûr, maintenant, c'est quand même ça crée forcément un malaise de voir un acteur blanc qui va se noircir la face pour jouer Othello. C'est pratiquement insupportable à voir, mais il faut voir aussi que faire jouer Othello par un acteur noir peut engendrer d'autres problèmes. Voilà, donc c'est pas simple. Donc Othello a commencé dès la période du muet à être adapté au cinéma. Et bien sûr, la grande adaptation qui a fait date, c'est celle d'Orson Welles, d'accord, en 1952. Mais Orson Welles, il joue le personnage principal en, en, en se noircissant un peu la face, hein, donc le visage, donc c'est pas évident. Et puis, en 95, on va enfin avoir un acteur noir jouant le rôle au cinéma, c'est Laurence Fishburne. Ensuite, bien. Voilà. Et Branagh joue le rôle de Iago. Souvent, on pense que c'est Branagh qui a réalisé le film, mais pas du tout, hein, c'est bien Oliver Parker qui a joué le film. Branagh a d'une certaine façon réalisé son propre Othello à travers le thriller Dead Again, où il s'agit justement de suivre un compositeur de musique de film qui va assassiner sa femme dans son lit. Donc, en fait, les films, les pièces de Shakespeare qui n'ont pas encore été adaptées par Branagh de manière officielle, elles l'ont été de manière officieuse, comme Antoine et Cléopâtre a été Ouais. adapté dans le film Mort sur le Nil. Alors, on croit que c'est une adaptation de l'œuvre d'Agatha Christie, mais pas que. C'est aussi une adaptation shakespearienne, tant Antoine et Cléopâtre est cité. Voilà, donc ce sont des jeux comme ça auxquels s'adonnent les réalisateurs shakespeariens. Et puis, on a
ce qui est important de voir aussi, c'est que les films shakespeariens dialoguent entre eux. Quand Branagh réalise son propre Henri V, il évoque le Henri V de Laurence Olivier par plein de petites touches de mise en scène, d'esthétique, soit pour s'opposer frontalement à la version précédente, soit pour la rappeler et jouer, introduire des petits clins d'œil. Non, mais c'est incroyable ce que vous dites sur la filmographie de Branagh. En fait, il a toujours adapté Shakespeare. On peut le dire comme ça. Oui. Ah, c'est intéressant de. Bah, d'ailleurs, Branagh. Moi, je me souviens que quand il était arrivé au cinéma, si je me trompe pas, avec Henri V. Oui. Henri V, voilà. Moi, j'avais été, bon, je pense que oui, je devais avoir 20 ans, et j'avais été très surpris. C'est une question bête, mais c'est peut-être une question aussi. J'avais à 20 ans, je me disais, tiens, c'est marrant que qu'un jeune réalisateur s'intéresse encore à Shakespeare, et j'avais été très surpris par la mise en scène de Branagh. En fait, où il reprend le texte, et c'est un film très ambitieux et en même temps avec une durée aussi particulière, une manière aussi de travailler le cadre. C'est comme si on était déplacé au sein du théâtre. Voilà, il y a de cela un peu et donc je voulais savoir, Branagh, qu'est-ce qu'il apporte quand il commence à prendre Shakespeare et à l'adapter, que ça soit frontalement ou de manière un peu discrète, comme vous venez de me le dire? Alors, on parle bien du Henri V, hein, quand il sort Oui, Henri V. oui, Henri V. Déjà, Et ensuite, après, peut-être, après aussi. Alors, déjà, chose fondamentale, il ramène Shakespeare sur le grand écran. Shakespeare n'était plus sur le grand écran depuis 1971 et l'échec du Macbeth de Polanski, qui avait échaudé les producteurs. Alors, il y avait eu quelques essais, par exemple, Derek Jarman avait adapté La Tempête en 1979, mais bon, c'était le circuit arrêt-essai, c'était pas vraiment mainstream pour le grand public. Donc, Branagh, déjà, il va lancer une nouvelle vague d'adaptation shakespearienne. Les producteurs vont se dire « Ah, ben c'est jouable, en fait, on ne perd pas d'argent quand on met Shakespeare à l'écran. » Une chose. Et puis surtout, il va montrer qu'on peut adapter Shakespeare en se fondant sur les genres cinématographiques très ancrés. Son Henri V, par exemple, c'est un petit peu Platoon, sorti 3 ans plus tôt en 1986 d'Oliver Stone. Ça se situe dans cette tradition-là, c'est-à-dire Henri V façon guerre du Vietnam. Voilà. Donc on va mettre les soldats dans la boue, on va filmer, on interrompt le tournage dès qu'il y a le moindre rayon de soleil, on filme que sous les nuages, on va faire des gros plans au lieu des grands travelling arrière et de l'épopée épique, non, de l'épopée tout court, de l'épopée de Laurence Olivier. On va ramener vers l'intimité des visages, les réactions des soldats, plutôt que montrer la charge épique d'Olivier. Donc, on va véritablement ancrer l'adaptation dans la tradition des films de genre hollywoodien. Et à chaque fois, c'est ce que fera Branagh. Beaucoup de bruit pour rien, ça va être la comédie screwball hollywoodienne classique de guerre des sexes, Love's Labour's Lost, peine d'amour perdue, transformé en comédie musicale avec des numéros qui étaient d'abord chantés et dansés par Fred Astaire et Ginger Rogers, et Hamlet en thriller, presque film d'horreur, qui mêle un petit peu tous les genres. Et c'est ainsi qu'en fait, que Branagh va d'une certaine façon réconcilier film de genre hollywoodien et adaptation shakespearienne, façon culture d'élite. Voilà, il va sans cesse mêler théâtre et cinéma, grand public et public shakespearien. Il va ramener en fait Shakespeare à son origine populaire. Mais il y a le fait aussi qu'il soit cinéphile. C'est ça qui fait la différence avec les autres d'adaptation. Il y a cette cinéphilie qui est très importante, en tout cas chez lui.
Alors, chez Orson Welles aussi et chez Laurence Olivier aussi. Oui, mais la cinéphilie, elle a changé. Elle était différente, autant d'Orson Welles et de Laurence Olivier. Là, il y a plus de 100 ans de cinéma, donc c'est ça où je veux en venir, c'est que Oui, les gens forcément. n'étaient pas encore assez Oui, développés chez Welles et on est dans des adaptations forcément plus post-modernes, voilà, évidemment. oui, bien sûr. Mais quand Laurence Olivier réalise son Henri V, il va aussi s'inspirer de tous les films de KPDP, Oui, avec Errol Flynn, par exemple. Hein. On voit très bien que la séquence où les soldats anglais sont dans les arbres et vont sauter sur les soldats français, c'est repris totalement de Robin Hood, mhm. sorti quelques années plus tôt. Et l'idée du Technicolor aussi vient de ces films-là. Donc, et Wells s'inspire complètement des films noirs. Donc, il y a aussi cette cinéphilie. Hein. Les films shakespeariens ne sont pas hors sol. Ce ne sont pas des films que l'on va pouvoir mettre dans une catégorie et ne pas explorer à l'aune d'autres films. D'accord. Ce sont véritablement des, des œuvres cinématographiques influencées par d'autres films, par des adaptations shakespeariennes ou autres. À un moment dans le livre, enfin, même dès le début de l'émission, quand vous nous expliquiez ce que c'était que l'écran shakespearien, vous nous disiez ça peut être l'écran de la salle enfin ça peut être la salle de cinéma, ça peut être l'écran de la petite lucarne, mais aussi d'autres types d'écrans comme YouTube, L'ordinateur, de l'ordinateur. téléphone. Ça m'aurait bien plu que vous nous en disiez davantage là-dessus. Shakespeare chez TikTok, chez YouTube, tout ça, c'est quelque chose d'assez évident finalement. Mais oui, c'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est en fait fragmentation shakespearienne, elle se retrouve dans des vidéos qui sont appropriées par les fans et Mhm. qui sont transmises. Hein. Les pièces vont être fragmentées, mais cette fragmentation permet aussi leur diffusion virale. Voilà, il peut y avoir des, des créations vraiment très originales de YouTubeurs hein, ou de personnes qui vont pas forcément avoir des chaînes YouTube, mais qui vont créer des scènes, qui vont adapter des petites scènes shakespeariennes, façon Lego, par exemple. Il y a beaucoup d'adaptations de Shakespeare en Lego qui sont mises sur YouTube. Ou alors, j'avais vu aussi un Hamlet raconté par les réseaux sociaux sur YouTube, avec, et ça m'avait beaucoup intéressé, que visuellement, les profils, les photos de profil sur les réseaux sociaux étaient prélevés des personnages dans l'adaptation de Branagh ou dans l'adaptation de Zeffirelli ou dans l'adaptation de David Tennant de 2009. Donc, c'est-à-dire que les films sont braconnés. On va aller piocher dans les films des éléments et les remettre dans des vidéos qui vont exploiter les réseaux sociaux et reconfigurer les pièces et les diffuser pour, alors bien sûr, les réduire, hein, forcément, YouTube, TikTok, les télé, de par la taille des écrans, hein, souvent ça va durer beaucoup moins longtemps, donc on va avoir des pièces réduites, mais les interprétations n'en sont pas moins souvent très intéressantes et très révélatrices des enjeux soulevés par les pièces elles-mêmes. Il y a parmi les derniers chapitres, il y en a un qui s'appelle les romances tardives, fiction de rédemption. C'est quoi exactement ces fameuses fictions de rédemption? Alors, les romances tardives de Shakespeare incluent 4 pièces. Hmm. Le Conte d'hiver, Périclès, La tempête et une quatrième, à chaque fois, voilà, bon. Et une quatrième. Et donc, ces pièces, elles sont très intéressantes parce qu'elles vont rompre Cymbeline, la... Cymbeline, Et Cymbeline. Cymbeline, merci Voilà. beaucoup pour la Je vous en quatrième. prie, c'est pas grave. Et donc, elles vont rompre avec les habitudes d'écriture de Shakespeare, où tout se finit en tragédie, où tout se finit de manière comique. Là, ce sont des pièces qui sont assez sombres, où tout pourrait se
se terminer en bain de sang, comme ces tragédies, hein, mais où Shakespeare décide que non, ça suffit comme ça, en fait, et qu'il faut du pardon, qu'il faut de la rédemption. Et ce qui apparaît, en fait, euh, dans les adaptations shakespeariennes, c'est qu'il va y avoir une série télé qui va prendre à bras le corps tous les enjeux des 4 pièces tardives, des 4 romances tardives. Et cette série, c'est la série Lost. Et ça apparaît clairement tout au long de cette série. Donc, c'est une série qui date un petit peu maintenant, hein, qui a été diffusée entre 2004 et 2010 sur ABC, et qui va prendre tous les motifs prégnants de ces pièces. Le fait de se retrouver perdu, le fait d'avoir perdu un enfant, le fait de se retrouver sauvé par un Deus ex machina, le fait de devoir pardonner. On a comme ça des motifs à la fois narratifs et esthétiques. Le bateau perdu dans la jungle aussi, qu'on retrouve dans... Et Lost est une façon de penser, de repenser les schémas narratifs auxquels nous sommes habitués, mais qu'il faudrait arrêter de propager. Et comme Shakespeare en son temps l'a fait pour dire stop, la tragédie, ça suffit, il y a peut-être une manière autre de vivre le monde, eh bien, les auteurs de Lost ont fait la même chose en leur temps. Et ce qui est intéressant, c'est autant Shakespeare a été très critiqué pour ses romances tardives. Les romances tardives, elles n'ont pas été toujours très populaires, hein. Souvent, on disait, ah bah, vraiment, Shakespeare, il tire les grosses ficelles, hein. Les critiques n'ont pas été tendres. Voilà, ben, finalement, tout finit bien par une petite, une petite prouesse théâtrale, et hop, ça y est, on fait en sorte que tout le monde s'embrasse et se pardonne. Mais Shakespeare avait là pointé du doigt quelque chose de terriblement, de très fort pour dire qu'il faut en fait penser autrement les choses. Et toutes les critiques qu'on a pu lire autour de la fin de Lost, par exemple, qui apparaissait comme trop sentimentale et pas assez justement cynique, eh bien, elles peuvent se lire à l'aune de la réception qu'avaient rencontrée les romances en leur temps. Je répète, donc, l'écran shakespearien, édité chez Rouge Profond, on a dit 0,001% de ce qu'il y a dans le livre, hein. C'est vraiment les grandes lignes, hein. Il faut vraiment se le procurer parce que c'est passionnant, c'est de prendre le temps aussi de le découvrir. Et donc, c'est édité chez Rouge Profond. Les informations sont dans le descriptif de cette vidéo et c'est pensé et écrit par Sarah Actuel qui était là pour nous en parler. Merci, c'était un plaisir en tout cas. Merci, le plaisir était partagé. À très vite, générique. Au in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my right.